Voilà, donc nous allons reprendre le cours de ces conférences avec les deux dernières. Et celle-ci va vous permettre de poser les questions que vous n'auriez pas pu poser auparavant ou que vous n'avez peut-être pas osé poser, par exemple. C'est sur le thème polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique, maladie de Sjögren. Vous avez encore des questions? C'est le moment. Donc le docteur Violaine Folz, que je remercie d'être ici, qui est rhumatologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et le docteur Pascal Chazerin, rhumatologue à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris, vont répondre à vos questions. Donc je vous explique un peu comment ça fonctionne. Vous allez recevoir des petits papiers sur lesquels vous allez pouvoir poser vos questions. Ces petits papiers seront apportés, comme Marie-Noëlle vient de le faire à l'instant, au docteur Folz et au docteur Chazerin qui vont rapidement les survoler, comme ils sont en train de le faire en ce moment, pour voir s'il y a des thèmes qui concordent, s'il y a des questions un peu transversales. De manière, ils ne vont pas répondre à chaque question individuellement si des questions sont très proches ou si ce sont exactement les mêmes questions, mais ils vont faire une sorte de synthèse en fait à partir de vos questions et de manière à satisfaire vos besoins. Alors cette conférence bénéficie du soutien institutionnel de Janssen, que je remercie. Comme les autres précédemment, je vous invite à éteindre vos portables. Comme vous avez pu voir, c'est un peu gênant quand les téléphones sonnent pendant les échanges. Donc le plus simple, c'est de les mettre sur mode avion. Cette conférence aussi est filmée, donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet dans quelques semaines. Notre site internet www.polyarthrite.org. Donc on va y aller. C'est à vous. Oui, bonjour. Donc, juste avant, on nous a demandé de faire juste en une phrase ou en deux une définition de ce que vous savez déjà très bien. Donc, les rhumatismes inflammatoires chroniques, les RIC. Donc, c'est des maladies inflammatoires qui touchent les articulations, avec notamment la polyarthrite rhumatoïde en priorité, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique. C'est celles qui sont les plus fréquentes. Et puis après, des choses beaucoup plus rares. Donc, le nombre de patients, la fréquence ou la prévalence en France de la polyarthrite rhumatoïde, c'est à peu près 0,8%. Spondylarthrite, pareil, un peu moins. Donc voilà, il y a 100 personnes, il y en a un peu moins d'une qui a le risque d'avoir ces différentes pathologies. Voilà, c'est tout en introduction, donc on répond à mes questions. Là, vous n'entendez pas? Bon. Et là, c'est mieux? Oui, là, c'est parfait. Bon, et bien donc, vas-y, Violaine, pour la première question. Alors bonjour à tous. La première question, c'est sur le déclenchement d'un rhumatisme inflammatoire. Est-ce que finalement le fait d'avoir une blessure peut déclencher après une arthrite, etc. A priori, il n'y a pas de raison qu'un traumatisme déclenche une polyarthrite. Maintenant, il est supposé qu'un stress psychologique ou autre puisse en fait perturber le système de l'inflammation et du coup déclencher une polyarthrite rhumatoïde. Mais heureusement, tous les gens qui font des entorses ne déclenchent pas des polyarthrites rhumatoïdes. Voilà. On fait une sur deux? On va faire une sur deux. Peut-on avoir un rhumatisme inflammatoire chronique, donc sous-entendu polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique et spondylarthrite, donc plus précisément un rhumatisme psoriasique, sans avoir de marqueur d'inflammation au niveau sanguin? La réponse est oui. Il y a souvent corrélé une inflammation articulaire qui donne des douleurs et des signes inflammatoires et une inflammation sanguine, donc caractérisée par des marqueurs inflammatoires, mais ils ne sont pas indispensables et ils ne sont pas constants dans une polyarthrite, dans un rhumatisme psoriasique, y compris en poussée, mais le plus souvent, il y a un parallèle entre l'inflammation qu'on objective avec des articulations qui sont douloureuses et gonflées et l'inflammation dans le sang, mais pas nécessairement. Alors toujours une question sur la polyarthrite rhumatoïde, est-elle génétique?
Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie où on a un gène défectueux et qu'on va transmettre à la génération d'après. Par contre, il y a ce qu'on appelle une susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'il y a un terrain génétique qui est favorisant et qui, quand il rencontre d'autres agents extérieurs comme des microbes, comme le tabac, comme un certain nombre d'autres facteurs de risque, ça va déclencher la maladie. Mais ce n'est pas un gène défectueux qu'on transmet à la génération d'après. Une autre question sur le même papier, est-ce qu'on peut avoir une polyarthrite juste sur un côté ? C'est pas typique, mais on peut tout voir en médecine. Donc on dit habituellement que la polyarthrite rhumatoïde est bilatérale et symétrique, d'accord ? Donc ça touche les deux côtés en même temps. Mais parfois, ça peut survenir que d'un seul côté, ça c'est vrai. Sur la polyarthrite, donc, que pensez-vous du test d'intolérance alimentaire oui, pour expliquer l'inflammation et le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde? Bon, donc ça c'est un sujet qui est complexe. Donc on vous a dit que la cause de la polyarthrite n'est pas connue. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont caractérisés, différentes étapes de l'inflammation. La piste digestive est une piste actuellement en cours d'exploration avec le microbiote, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application ou d'implication thérapeutique particulière. En l'occurrence, les intolérances alimentaires, elles ont une spécificité, mais elles ne sont pas liées d'une façon ou d'une autre à la survenue ou à au mauvais contrôle de la polyarthrite rhumatoïde. Alors après, si la question sous-tendue, c'est est-ce qu'il y a des régimes en plus ou en moins permettant d'améliorer ou au contraire risquant d'aggraver la polyarthrite, c'est un sujet qui est largement débattu, mais en gros, il n'y a pas un régime qui soit néfaste, soit au contraire très favorable pour aller mieux ou pour risquer d'aller moins bien dans une polyarthrite rhumatoïde ou dans n'importe quel rhumatisme inflammatoire chronique. Ça a été traité par le professeur Tchernikov tout à l'heure. Sur le microbiote. J'espère que j'ai dit sur l'alimentation. J'espère que j'ai dit la même chose. Tout à fait. Et sur le microbiote hier. Oui. Alors, un sujet sur les traitements, sur les anti-JAK. C'est des traitements, des nouvelles petites molécules qui se prennent en comprimé une fois par jour et le risque cardiovasculaire. Alors, il y a eu une alerte sur ces traitements il y a 2 ans en disant que cette famille de traitements pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les accidents vasculaires, les infarctus, et puis certaines phlébites et embolies pulmonaires. Il y a eu depuis plein de travaux qui ont émis des recommandations. Donc il y a les recommandations de la Société française de rhumatologie, puis il y a des recommandations à l'état aussi international, qui disent qu'effectivement, il y a une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, mais dans une sous-population déjà à risque. Chez les personnes qui n'ont pas ces facteurs de risque, il n'y a pas d'augmentation du risque. Et ces facteurs de risque, ils sont surtout liés à l'âge, puisque c'est l'âge de plus de 65 ans. C'est déjà des gens qui ont déjà fait des problèmes cardiaques, qui fument ou qui ont déjà fait des phlébites. Donc chez ces patients-là, on évite de donner ce genre de traitement, ou alors si on est obligé de le donner, il faut faire une surveillance avec le cardiologue. Là, je vais regrouper peut-être plusieurs questions sur le méthotrexate, même si vous avez eu une conférence déjà, le méthotrexate dans tous ses états, je crois. Donc il reste quelques questions. Tiens, il y en a une là aussi. Donc je vais peut-être les regrouper. Alors c'était hier, alors c'est possible qu'il y ait des questions de personnes qui n'étaient pas présentes hier. D'accord. Et voilà, donc c'est intéressant pour les personnes qui sont là aujourd'hui seulement. Voilà, ce d'autant que le méthotrexate reste en 2024 et sans doute en 2025 le gold standard, le traitement de base d'une polyarthrite rhumatoïde débutante ou même évoluée. Donc de façon synthétique, donc les effets secondaires des nausées, bah oui. C'est possible, c'est fréquent. On essaye de les diminuer en adaptant la spéciafoldine qui est donnée systématiquement, pas le même jour. La chute ou la perte des cheveux ou l'alopécie, c'est possible, c'est pas exceptionnel. C'est un facteur limitant, notamment chez les femmes. Il y a une question sur le fait qu'il y ait une différence de réponse au méthotrexate selon les patients, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une part génétique? C'est la question qui est posée. En ce qui me concerne, je l'ignore et je ne crois pas que ça soit
quelque chose qui soit connu. Je continue juste encore 2 ou 3 papiers sur le méthotrexate. Traitement méthotrexate et consommation d'alcool. Alors le méthotrexate, mais comme beaucoup d'autres produits donnés dans la polyarthrite, mais pas que, ont une toxicité hépatique. Le méthotrexate notamment, et donc il est contre-indiqué chez les alcooliques chroniques. En revanche, la consommation d'alcool modéré est tout à fait compatible avec une prise régulière de méthotrexate. La toxicité hépatique étant surveillée régulièrement par le contrôle des transaminases, notamment sous forme d'une prise de sang, qui est au début rapprochée, mais après largement distanciée. Voilà, je m'arrête pour le méthotrexate, je reprendrai peut-être un petit peu après. Alors là, j'ai une question sur le traitement par infiltration. Est-il efficace? Fait-il grossir? Et en dessous, il y a marqué traitement par Rémicade. Alors, les infiltrations, on parle d'infiltration quand on parle d'infiltration de cortisone dans une articulation notamment. En règle générale, il n'y a pas d'argument pour dire que ça fait grossir. Maintenant, si on parle d'un produit par perfusion et pas infiltration, c'est un produit qu'on injecte dans le sang. Le Rémicade fait partie de ces traitements qu'on injecte dans le sang et ça se fait sous forme donc de perfusion, souvent dans des hôpitaux de jour à l'hôpital. Le Rémicade fait partie de la famille, ce qu'on appelle des biothérapies, et parmi cette famille, des anti-TNF. D'accord ? C'est ce qu'on appelle aussi l'infliximab. Est-ce que ça fait grossir ? C'est ce qu'on a supposé au tout début du traitement, que les anti-TNF, donc cette famille de produits, pouvaient faire grossir. Ce qui n'a pas été observé par la suite. Alors probablement le mécanisme, c'était que comme les gens n'allaient pas bien, ils n'avaient pas envie de manger, ils ne bougeaient pas bien, donc ils perdaient du poids. Et à partir du moment où on a commencé à prescrire des anti-TNF, les gens allaient mieux, donc ils mangeaient mieux, et du coup ils prenaient du poids. Mais il n'y a pas de raison que le traitement lui-même fasse grossir, et ce n'est pas ce qu'on a observé durant ces dernières années. Voilà. Méthotrexate suite et fin. Est-ce que le méthotrexate peut faire disparaître une synovite dans le cas d'une polyarthrite? Sinon, enfin une poche synoviale, mais donc une synovite, oui. Sinon, comment peut-on la faire disparaître? Donc, une synovite, donc c'est une inflammation de la synoviale, hein, la membrane synoviale qui est l'organe cible de la polyarthrite rhumatoïde, qui est inflammée, donc qui devient hypertrophique, inflammatoire sur ce qu'on voit sur l'articulation, sur une échographie. Et dans la polyarthrite, en gros, il y a 2 types de traitements que vous connaissez. Il y a le traitement du symptôme et puis il y a le traitement de fond. Dans le traitement du symptôme, il y a les anti-inflammatoires, locaux par des infiltrations ou généraux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, c'est-à-dire du cortensil, de la prednisone, et puis les traitements de fond. Donc, pour faire diminuer la synovite, il y a potentiellement les 2. Il y a le traitement du symptôme, une infiltration, de la cortisone, un anti-inflammatoire, et puis il y a aussi les traitements de fond. Vous vous souvenez, dans les traitements dits de fond, c'est ceux qui sont censés stopper ou freiner l'évolutivité. Il y a les classiques, on va dire, essentiellement le méthotrexate, un peu la salazopyrine, un peu la rava. Et puis il y a les ciblés, qui sont les nouveaux, entre guillemets. Alors ils sont plus nouveaux parce qu'ils étaient nouveaux quand j'étais interne, mais malheureusement, il y a longtemps que je ne suis plus interne. Donc, et c'est des nouveaux, ils sont ciblés contre une cible particulière qu'on a réussi à définir, le TNF, l'interleukine X, etc. Eh bien, toutes ces thérapeutiques ont comme but de diminuer la synovite, donc la poche synoviale. En tout cas, c'était sans doute ça l'objet de la question. J'enchaîne juste sur une dernière sur le méthotrexate. Non, mais c'est bon, en fait, pour le méthotrexate, j'ai fini. Alors, une question toujours sur la polyarthrite rhumatoïde et la ménopause, l'évolution de la polyarthrite à la ménopause. Globalement, la polyarthrite rhumatoïde, on a tendance à dire que ça survient chez la femme de la cinquantaine, donc au moment de la ménopause. Et probablement, on fait un lien entre le taux d'hormones chez la femme, qui sont les œstrogènes, et la polyarthrite rhumatoïde, en sachant que au moment de la ménopause, ce taux d'hormones va diminuer, et probablement c'est un des facteurs
qui pourrait être en cause dans le développement d'une polyarthrite rhumatoïde. Voilà, c'est un des facteurs, parce qu'on sait bien que la polyarthrite survient aussi chez l'homme. Et ça expliquerait aussi pourquoi, peut-être, les femmes qui ont une polyarthrite et qui sont enceintes sont le plus souvent en rémission pendant la grossesse, parce que le taux d'œstrogène, le taux d'hormones, est à ce moment-là important. Quels troubles dentaires déclenchés liés à la polyarthrite ? Eh ben, il y a eu des études qui montrent que certaines infections chroniques au niveau des gencives pourraient favoriser les fameux anticorps citrulinés, les fameux anticorps anti-CCP qui sont impliqués dans la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le suivi dentaire pour éviter ces infections qui évoluent à bas bruit et qui pourraient donner des troubles au niveau des gencives et au niveau de la mâchoire et qui favorisent la polyarthrite et ou les poussées de polyarthrite. Une question toujours par rapport à l'âge. À 35 ans, est-ce qu'on peut avoir des anti-TNF, donc certaines biothérapies ? Oui, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question, est-ce que la polyarthrite nécessite ce type de traitement ? En gros, est-ce que la maladie est active malgré le traitement bien conduit par méthotrexate ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est même prescrit dans les arthrites juvéniles. C'est même prescrit, c'est pas, oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas contre-indiqué. Voilà. Et peut-être toujours sur le même papier, cancer de la peau et méthotrexate. En fait, les produits, les traitements qu'on donne dans la polyarthrite ont montré avoir une petite augmentation du risque de cancer de la peau, mais non mélanodermique. Donc, c'est-à-dire, ça ne concerne pas les cancers de mélanome. Voilà. Donc là aussi, il faut faire attention au soleil, il faut se protéger contre le soleil. Et puis, quand on a ce type de traitement, c'est bien d'avoir une consultation dermatologique de temps en temps, même si, je vous l'accorde, c'est difficile d'avoir une consultation dermatologique. Je te laisse la parole. Oui. Un petit peu à la suite d'une de tes questions. Pourquoi je prends mon traitement de fond correctement depuis 2 ans, et cela fait 1 an que je multiplie les poussées au poignet. Ça veut dire que si vos douleurs de poignet sont en rapport avec votre polyarthrite, elle est évolutive, et manifestement, le traitement de fond que vous prenez correctement actuellement est insuffisant, et donc il faut réévaluer les choses. Clairement, la tendance, ça a changé, hein, ça fait 20 ans maintenant, 10, qu'il y a 2 éléments qui sont importants dans la polyarthrite, c'est je diagnostique tôt, je traite tôt, et si ça ne va pas, j'intensifie. Je change, j'ajoute, etc. Donc là, s'il y a une douleur des 2 poignets avec une synovite, malgré un traitement de fond qui est bien pris, qui est bien toléré, ça veut dire qu'il faut changer de traitement de fond. Donc revoir le rhumatologue. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à la vaccination. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des fréquences, de l'incidence et de la fréquence des polyarthrites après la vaccination par Covid ? Il y a eu une grande étude en France qui n'a pas montré une augmentation du risque de nouveaux rhumatismes inflammatoires après la vaccination par le Covid par rapport à la population générale, et pas non plus d'augmentation du risque de poussée après une vaccination par le Covid. Donc on était assez rassurés par les données. Est-ce qu'il faut se faire vacciner contre le zona ? Il y a le nouveau vaccin donc, contre le zona qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas remboursé pour le moment et qui coûte assez cher. Nous, on le recommande chez les personnes de plus de 65 ans ou qui ont certains traitements qui vont augmenter le risque de zona. Et à ce jour, le traitement qui augmente le plus le risque de zona, c'est cette fameuse famille des anti-JAK. Voilà. Donc, à réserver dans des cas particuliers. Et puis, juste une dernière, est-ce qu'il faut continuer à se faire vacciner contre le Covid ? Ce qui est recommandé, c'est de faire la grippe annuellement. Et puis, actuellement, les dernières recommandations, c'est d'y associer le vaccin du Covid. Donc, pas tous les 6 mois, mais tous les ans, au moment de la période automnale. Alors, si on reste sur le versant polyarthrite, parce qu'après, j'ai des questions sur plutôt les spondyloarthrites. Oui, pareil.
J'ai une question. Lorsqu'on est atteint d'une polyarthrite, à quel moment doit-on faire une densitométrie? Bon, là, vous savez tout, puisque Christian Roux vous a clairement expliqué les choses. Oui, donc, il a répondu tout à fait voilà, clairement à cette question. donc c'est considéré comme acquis. Oui. On sait que la polyarthrite rhumatoïde, en tant que telle, c'est un facteur de risque d'ostéoporose. D'accord. S'ajoutent éventuellement des corticoïdes comme facteur de risque, mais la polyarthrite en tant que telle, donc voilà, il faut s'occuper, quand on traite une polyarthrite, il faut s'occuper de la polyarthrite, mais il faut s'occuper du cœur, de l'os, des vaccins, et du reste, et de la tension artérielle. Donc maintenant plus sur le chapitre spondyloarthrite. Voilà, tiens, il y en a une. J'ai un rhumatisme psoriasique plus une hypertension. Cela est-il lié? C'est une bonne question, ça. Donc, ce n'est pas lié corrélativement et causalement, mais clairement, on sait qu'au cours au cours du rhumatisme psoriasique, il y a clairement un terrain associé cardiovasculaire, obèse, diabétique. Donc, voilà, il y a beaucoup plus souvent de diabétiques hypertendus et cardiovasculaires dans les patients qui ont un rhumatisme psoriasique que la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est pas lié directement, mais néanmoins, c'est un facteur de risque qu'il faut prendre en compte et traiter et être particulièrement vigilant dans ce type de rhumatisme inflammatoire qu'est le rhumatisme psoriasique. Si on continue sur le versant, j'en fais une encore sur les spondyloarthrites. Y a-t-il un rapport quand on présente une spondylarthrite axiale avec un kyste de Tarlov? Non. Le kyste de Tarlov, hein, c'est une anomalie, c'est une dilatation des gaines autour des racines qu'on voit sur l'imagerie qui ne donne pas de symptômes. Donc non, la réponse est non. Une dernière sur la spondylarthrite, je te laisse le micro après. Oui, c'est le lien entre le B27 et la spondylarthrite. Donc mon père et ma sœur sont porteurs du gène HLA-B27. Ils ont tous les deux une spondylarthrite. Donc je n'ai pas les gènes. J'ai des douleurs au niveau du bassin, du dos, des articulations. Je suis suivi chez un rhumatologue depuis 6 mois, mais il ne veut pas se prononcer. Bon, il faut le revoir le rhumatologue, mais il y a 2 diagnostics. Effectivement, soit c'est des douleurs, je ne connais pas le contexte, mais là, ce n'est pas le sujet, tendineuses ou arthrosiques ou que sais-je, soit c'est malgré tout une spondylarthrite, malgré la négativité du B27. Hein, vous avez eu un topo aussi, je crois, dessus. En gros, 8% de la population française a le B27 et n'a jamais et n'aura jamais une spondylarthrite. Et on peut avoir donc ce B27 sans spondylarthrite. Et on peut, dans l'autre sens, peut-être le cas de ce patient, d'avoir une spondylarthrite authentique et ne pas avoir l'antigène HLA-B27. Une petite question sur le traitement par salazopyrine, entre parenthèses plaquenil, risque pour les yeux. C'est le plaquenil qui a un risque pour les yeux, donc qui justifie une surveillance ophtalmologique régulière, mais la salazopyrine n'a pas de risque pour les yeux. On passe effectivement à la spondylarthrite et l'association avec la rectocolite hémorragique et une maladie digestive ou la maladie de Crohn. Les traitements sont-ils plus difficiles à équilibrer? Pas forcément. Les traitements sont communs à ces différentes maladies, en sachant quand même qu'il y a certains traitements qu'on donne dans la spondylarthrite qui ne sont pas indiqués dans les maladies inflammatoires du tube digestif. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément plus difficile à équilibrer parce que, par exemple, les anti-TNF fonctionnent dans les 2 types de maladies. Par contre, oui, c'est un peu plus difficile à équilibrer parce que certains traitements qu'on peut donner dans la spondylarthrite ne sont pas compatibles avec l'inflammation digestive. Alors, est-ce qu'on a des traitements de fond dans la spondylarthrite et pas simplement des traitements symptomatiques? Oui, bien sûr. On a beaucoup de ce qu'on appelle de biothérapie. En fait, dans la spondylarthrite, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la forme périphérique qui touche plutôt les articulations des mains, des coudes, des genoux, etc. ou la forme axiale qui va toucher la colonne vertébrale. Et on a des traitements de fond pour ces 2 types de pathologies. Donc périphérique, ça sera plutôt le méthotrexate. Les formes axiales, ça sera plutôt ce qu'on appelle les biothérapies. Voilà. Mais il y a bien sûr des traitements de fond. Et pas simplement les anti-inflammatoires.
Quelle évolution d'une spondylarthrite qui s'est déclarée à l'âge de 43 ans? Très difficile à prévenir. On connaît certains facteurs de risque pour dire que certaines formes vont être plus sévères, mais le plus souvent, c'est des poussées itératives de la maladie et il n'y a pas de facteur franchement pronostic qui permettent de dire est-ce que je vais faire 3 poussées par an, 1 poussée par an, puis plus rien pendant plusieurs années. Il y a plein d'évolutions différentes et une évolution très individuelle dans le cadre de la spondylarthrite. Voilà. Un adolescent ayant débuté vers l'âge de 15 ans, une spondylarthrite, peut-il rester malade et subir des poussées s'il est soigné par biothérapie? Très difficile à répondre. Tout dépend de comment il va répondre au traitement. Mais encore une fois, il n'y a pas de marqueur prédictif de l'évolution de la maladie. Donc c'est surveillance et on adapte le traitement à son efficacité. Le traitement ne fonctionne pas, on change de traitement. Le traitement fonctionne, on surveille. Il n'y a pas de raison sous traitement qui est la poursuite de poussée. En tout cas, l'objectif du traitement est qu'il n'y ait plus de poussée. Donc spondylarthrite suite, atteinte d'une spondylarthrite axiale et anthésique, anthésopathique, hein, c'est au niveau des insertions des tendons sur l'os. Sous biothérapie, je suis néanmoins obligé de prendre du dafalgan codéiné ou de la lamaline, donc des antalgiques de palier 2, en plus pour soulager ma douleur. Est-ce déconseillé? Non, ce n'est pas déconseillé. On peut prendre du paracétamol à la mesure des douleurs, au jour le jour, et une dose qui peut varier de la dose minimum à la dose maximale, sans risque particulier en association avec la biothérapie. Après, est-ce que les douleurs sous biothérapie sont le témoin d'un contrôle insuffisant de la spondylarthrite avec une biothérapie, une thérapie ciblée insuffisante? C'est une autre question. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication de prendre des anti-TNF, une biothérapie, et des antalgiques de palier 1 ou 2. Troubles axiaux généralisés et rectocolite, procèdent-ils des mêmes mécanismes inflammatoires quand on les retrouve chez un même patient? Alors ça c'est une colle, j'en sais rien. Enfin c'est voilà, la rectocolite peut s'associer donc à une spondyloarthrite axiale et ou périphérique. Il y a une inflammation qui touche les anthèses ou la synoviale, et il y a une inflammation qui touche le tube digestif de façon élective. Alors, est-ce que le primum movin, c'est le même dans l'inflammation du tube digestif et de l'anthèse? J'en sais rien, c'est probable, je botte en touche. En tout cas, les thérapeutiques sont les mêmes, c'est-à-dire que les anti-inflammatoires que l'on va proposer, hormis les non-stéroïdiens, mais dans les thérapies ciblées, vont être globalement les mêmes qu'il y ait ou pas une atteinte digestive. Alors après, il y a des médicaments spécifiques anti-inflammatoires qu'utilisent les gastroentérologues, que nous ne prescrivons pas, qui ont une efficacité spécifique dans des formes graves quand l'atteinte digestive, colique par exemple, est prédominante. Une dernière, un peu dans le cadre de la spondylarthrite, mais pas tout à fait. Avez-vous un traitement efficace pour la maladie de SAPHO? Est-ce que ce syndrome touche également les mâchoires, les articulations des mâchoires? Donc le SAPHO, c'est un peu à part. Hein, les spondyloarthrites, c'est un grand cadre. Au milieu, il y a la spondylarthrite axiale, qui est ce qu'on connaît tous. Quelqu'un de jeune, qui a mal au dos, qui est raide et qui est soulagé par un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et puis autour, il y a plein de sous-groupes. Le rhumatisme psoriasique, la spondyloarthrite périphérique, les entérocolopathies inflammatoires, le Fisinger, et puis le SAPHO, c'est vraiment à part, c'est très rare. C'est un peu la même chose, mais il y a quelques caractéristiques radiologiques, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que finalement, on donne un peu les mêmes thérapeutiques que dans une spondylarthrite, c'est-à-dire d'abord les non-stéroïdiens, des infiltrations éventuellement, et puis après, des thérapies ciblées, notamment les anti-TNF. Et est-ce que ça touche la mâchoire? Oui, mais ça ne touche pas tellement l'articulation de la mâchoire, ça touche plutôt l'os, parce que c'est une maladie qui est plutôt osseuse. C'est une ostéite. Donc c'est plutôt une douleur de l'os de la mandibule plutôt que de la temporo-mandibulaire. Le passage aux anti-TNF est-il toujours prescrit par l'HP?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, le rhumato peut-il le faire dans le cas d'une polyarthrite évolutive? Alors, c'est peut-être la question, ça concerne peut-être le fait que maintenant le rhumatologue libéral exclusif peut initier une biothérapie ciblée par anti-TNF par exemple. Mais enfin oui, on donne toujours des anti-TNF. Hein. C'est la première thérapie ciblée qui a vu le jour il y a maintenant plus de 30 ans, qui a été diffusée dans le monde entier, en tout cas dans les pays dits riches. Avec maintenant, on a 30 ans de recul, des dizaines de millions de patients traités. Il y en a eu d'autres, mais elles sont toutes prescrites et potentiellement prescrites par tous les rhumatologues, et notamment maintenant plus facilement par le rhumatologue libéral qui n'est pas hospitalier. De son cabinet, il peut faire la première prescription sans en référer à une structure hospitalière. Au début, on revient à la polyarthrite, hein, c'est pas grave, c'est bon, on peut aller d'un à l'autre. Vous pouvez zapper, il n'y a pas Okay. de problème. C'est le principe au début du traitement par méthotrexate, est-ce que c'est mieux de commencer avec les comprimés ou l'injection? Je suis sujette à des angines répétitives, est-ce que ça... de commencer le traitement? D'accord. Donc le méthotrexate, on peut le donner effectivement soit en comprimé, soit par voie sous-cutanée, c'est hebdomadaire, vous le savez, une fois par semaine. C'est vraiment, comme on le sent, c'est la décision médicale partagée. Soit d'emblée, on veut une efficacité optimale, on peut commencer par la voie sous-cutanée, certaines équipes le font, nous on le fait. On peut commencer par la voie orale. Il peut y avoir une petite supériorité d'efficacité avec la voie sous-cutanée, avec une meilleure diffusion, pas nécessairement. Il peut y avoir aussi une meilleure tolérance, notamment digestive, d'avoir une injection sous-cutanée plutôt que des comprimés à prendre. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est potentiellement parfois plus efficace et potentiellement souvent mieux toléré la voie sous-cutanée par rapport à la voie orale, à dose équivalente. Ça c'est un peu à part. Doit-on... Alors là c'est complètement autre chose. On peut aborder aussi d'autres pathologies. Le Sjögren, c'est rare. Hein. Donc la fréquence, donc la polyarthrite, je dis 0,8%. La fréquence du Sjögren, c'est beaucoup plus rare. En gros, c'est 1 pour 1000. Donc c'est voilà. Vous parlez là du Sjögren primitif, oui. de la maladie de Sjögren. Oui. Parce que voilà. On a souvent des questions relatives D'accord. au syndrome sec, D'accord. qui est lié au rhumatisme inflammatoire chronique, et il y a un amalgame souvent qui est fait avec la maladie de Sjögren. Donc peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous d'éclaircir ce point. Alors de façon synthétique, donc effectivement il y a deux grands cas. Il y a le syndrome de Gauchereau-Sjögren dit primitif, donc c'est une maladie qui donne une sécheresse, hein, c'est les glandes exocrines qui ne sécrètent plus assez de salive ou de larmes. Et ça rend fatigué, ça donne des douleurs. Voilà, c'est la triade. C'est assez rare, ça touche majoritairement la femme, 9 pour 1. Les traitements sont complexes, notamment celui des symptômes, puisque ce qui gêne le plus finalement c'est la fatigue, un peu les douleurs et le syndrome sec. Il y a beaucoup de thérapeutiques qui ont été proposées jusqu'à présent, dont aucune n'est très efficace, voire inefficace dans les traitements de fond. Il y en a beaucoup qui sont en ce moment en cours d'évaluation, parce qu'un peu comme dans la polyarthrite il y a 30 ans, on a réussi à déterminer des cibles dans la cascade du début de la maladie. Et donc ces différentes cibles de la cascade du Sjögren font l'objet déjà de nouvelles molécules qui sont en cours d'évaluation. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui soit disponible chez votre pharmacien, mais ça va très probablement venir assez rapidement. Donc, est-ce qu'on peut remplacer les corticoïdes dont il faut donner la dose minimale efficace par un autre médicament? Pour l'instant, à ma connaissance, alors ça dépend sur quel objectif, est-ce que c'est plutôt les douleurs, la fatigue ou le syndrome sec? En tout cas, non, il n'y a pas de traitement de thérapie ciblée aujourd'hui qui ait montré une efficacité dans la majorité des symptômes de ce syndrome dans le cadre d'une maladie primitive, donc qui est le syndrome de Gauchereau-Sjögren primitif. PR plus lupus plus Sjögren, Orencia perfusion, plus plaquenil tous les mois. Que faire en cas d'intervention chirurgicale? Alors ça c'est une question effectivement pratique. Je ne sais pas s'il y a eu un topo dessus ou pas, non? Non. Donc quand on a un traitement de fond, quel qu'il soit, que ce soit un conventionnel du méthotrexate et ou un ciblé, et qu'on doit être opéré d'une péritonite ou d'un hématome sudural, voilà, le traitement qui est
prix ne va rien changer sur la nécessité de l'urgence chirurgicale. Donc ça, c'est pas le sujet. Quand on est dans une chirurgie réglée, c'est-à-dire on va se faire poser une prothèse de hanche ou se faire opérer d'une cataracte, il y a, en fonction de la durée de vie du médicament, du biomédicament, il y a un tableau d'arrêt d'avant l'opération et de reprise d'après l'opération. Avant l'opération, ça peut être une semaine ou 15 jours ou un mois, tout dépend de la molécule. Et en général, on reprend la biothérapie ou la thérapie ciblée. On dit une fois qu'on a écarté une infection post-opératoire et un retard de cicatrisation. En général, c'est 10-15 jours. Voilà, mais tout ça est bien établi, molécule par molécule. Et en gros, souvent, ça correspond à peu de choses près à la fréquence des injections. C'est-à-dire pour l'étanercept, si c'est toutes les semaines, c'est en général une semaine, on arrête une semaine avant. Donc on saute une injection et on ne reprend qu'une semaine ou 2 semaines après l'acte opératoire, s'il n'y a pas eu de complications infectieuses et s'il n'y a pas eu de problème de cicatrisation évidente. Voilà. Donc quelle dose maximale quelle dose maxi de Voltaren? Je ne sais pas dans quel sujet, mais mettons dans une polyarthrite. Le moins possible, c'est plutôt la dose minimale, je dirais, la dose minimale efficace. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce n'est pas le traitement de base ou dit de fond d'un rhumatisme inflammatoire, sauf dans les spondyloarthrites. Polyarthrite rhumatoïde, d'abord, ça ne marche pas très bien. Puis en plus, ça s'ajoute aux facteurs de risque cardiovasculaire de la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà, c'est un traitement symptomatique dont il faut trouver la dose minimale efficace. Après, quelle dose maximale on peut donner? On peut donner éventuellement 200 mg de Voltaren par jour sur des courtes périodes. Comment trouver un rhumato qui répondra à ma question? Voilà, c'est nous. Bien joué. Vous l'avez. Je prends un peu le relais, tu veux? La grossesse diminue-t-elle l'activité de la spondylarthrite? Difficile à répondre. Je crois que c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, il y a des données. Il y a une grande étude en France qui est en cours pour justement savoir exactement quel est le rôle, comment le rhumatisme évolue pendant la grossesse, que ce soit la polyarthrite ou la spondylarthrite. Comment faire quand on n'a pas le droit aux anti-inflammatoires? Il y a différentes solutions, donc médicamenteuses ou non médicamenteuses. Et parmi celles qui sont médicamenteuses, il y a certaines biothérapies qui peuvent être données pendant la grossesse sans inconvénient pour le bébé. Alors, après, comment gérer le dérouillage le matin? Là aussi, il y a ce qu'on appelle des mesures médicamenteuses avec des médicaments. Ça peut être prendre les anti-inflammatoires ou les antidouleurs une demi-heure avant de se lever, par exemple. Et puis, il y a des mesures non médicamenteuses. C'est faire une gymnastique matinale, c'est faire une douche chaude rapidement pour essayer de réchauffer un petit peu le corps qui est rouillé. Lorsque j'ai des poussées, que faire? Consulter son rhumato pour avoir un traitement. L'objectif des traitements, c'est qu'il n'y ait pas de poussée. Voilà. Donc, si vous avez des poussées, c'est que souvent, le traitement n'est pas suffisant. Et il y a beaucoup de questions sur le problème hépatique et les différents traitements, que ce soit le méthotrexate ou l'Otezla, qui est un autre traitement qu'on peut donner dans le rhumatisme psoriasique. C'est pour ça qu'on fait des prises de sang, que ce soit sous méthotrexate, Otezla, les flunomides, Arava, etc. C'est pour voir s'il y a une perturbation des fameuses transaminases, les azates et les alates, dont on a parlé tout à l'heure. Si il y a une perturbation, d'abord, il faut bien être sûr que ce soit le traitement qui soit en cause. Il y a plein de perturbations des transaminases, notamment des virus ou autres, qui ne sont pas en lien avec le traitement. Donc ça, c'est en discutant avec votre médecin qui vous suit, qui va éventuellement adapter la dose ou pas. On s'inquiète à partir du moment où il y a à peu près ce qu'on appelle 3 fois la normale. En dessous de 3 fois la normale, on n'est pas très inquiet. Voilà. Et une simple surveillance suffit. Et si on arrête le traitement, à rediscuter, est-ce qu'on peut le reprendre? Ce qui voudrait dire que s'il n'y a pas d'anomalie à la reprise des traitements, ça veut dire que le traitement n'était pas en cause et que c'est soit parce qu'on a mangé un peu trop de chocolat, soit parce qu'on a bu un peu trop d'alcool, soit qu'on avait un virus qui pouvait expliquer ces perturbations. Ou pris des anti-inflammatoires, voilà, ou du Doliprane. Doliprane. Paracétamol voilà. à forte dose. Voilà. Parce qu'on en a parlé hier. Il faut y penser à ça aussi, par rapport au paracétamol.
Et il y a une question sur l'interruption d'un traitement suite une insuffisance rénale, donc un traitement par méthotrexate. Là, c'est pareil, il faut revoir le rhumatologue et en fonction ou le dermatologue, parce que là, c'est un rhumatisme psoriasique. Et en fonction des symptômes, que ce soit les douleurs et ou les lésions cutanées, il va falloir adapter le traitement. Il y a d'autres traitements que le méthotrexate, et l'Otezla. Enfin voilà, il y a à revoir donc avec les prescripteurs. Je reviens un tout petit peu en arrière donc sur le filgotinib, qui est un traitement qui est de la famille des anti-JAK, donc les traitements ciblés. Qui a été proposé. Il y a beaucoup de recul sur ce traitement. C'est un des anti-JAK pour lequel il y a le plus de recul parce qu'il était donné aux États-Unis très longtemps avant qu'il sorte en France. Dans le cadre d'un essai, donc la deuxième question, c'est les essais cliniques. Pourquoi on en fait encore ? On fait encore des essais cliniques. C'est grâce à ça qu'on a toutes nos nouvelles molécules. C'est parce qu'il y a des patients qui participent à ces essais thérapeutiques. Donc il y a des avantages à participer à ces essais thérapeutiques, c'est que on a accès aux nouveaux traitements, on a un suivi qui est très cadré, très très régulier et très exhaustif. Les inconvénients, c'est que ça prend du temps et puis parfois le traitement ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est vrai que on est tous amenés, je crois, à proposer à nos patients. Alors il n'y a aucune obligation. Mais on est tous amenés à proposer à nos patients de participer à un essai thérapeutique. Alors ça peut être essayer de nouvelles molécules, mais ça peut être aussi, et de plus en plus, c'est des essais de stratégie thérapeutique. On se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux, comme on a pas mal de traitements, est-ce qu'il vaut mieux utiliser celui-ci en premier chez cette personne et celui-ci en second, ou l'inverse ? Voilà. Donc c'est pour répondre à toutes ces questions et avoir des nouveaux traitements qu'on propose de participer à des essais thérapeutiques. On va prendre encore, je ne sais pas s'il vous reste beaucoup de questions, parce qu'on a... Plein. Il reste combien de temps ? On a fini normalement. Ah. Alors, si on vous a envoyé une qui vraiment... Moi, j'en ai plusieurs sur un même thème et je n'ai pas de solution, mais c'est intéressant de la poser. C'est sur la fatigue. Il y en a plein là. Je dors, je suis fatigué. Voilà, on a eu. Ça a été fait ? Alors, on a eu une conférence dessus. Donc, si vous savez tout. Vous n'étiez pas là pour cette conférence, sachez que toutes les conférences sont filmées et que vous pourrez les retrouver sur notre site internet après le montage, donc d'ici quelques semaines. Donc, sur le site www.polyarthrite.org. On a eu une conférence sur le thème de la fatigue. Mais c'est un vrai sujet, parce que Absolument. Nos polyarthrites, moins les spondyarthrites, mais vont souvent mieux, vous en êtes témoin j'espère, grâce au progrès thérapeutique depuis 30 ans. En revanche, alors qu'elles vont mieux, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a pas de déformation, la radio est bien, il y a ce symptôme qui est invalidant. C'est-à-dire que le patient nous dit « j'ai plus mal, mais je suis très fatigué ». Alors, juste une question à laquelle je n'ai pas de réponse, qui est intéressante parce que ce qui va se poser de plus en plus, est-ce que le traitement par méthotrexate n'interfère pas dans le traitement du diabète et puis maintenant de l'obésité par injection d'Ozempic ? Eh bien, j'en sais rien et je vais regarder, je dirais a priori non, mais je ne peux pas répondre de façon formelle. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des données là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est récent. Donc, la question est posée, pas de réponse formelle en tout cas. Et désolé pour tous ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre, mais on était, voilà, on a... En tout cas, merci pour vos questions. Merci à vous. Merci bien. C'est grâce à vous que cette conférence a eu lieu. C'est vous qui en avez donné la matière. Merci au docteur Fols et au docteur Chazrin pour avoir répondu à toutes ces questions.